J'ai besoin d'argent, maman, a dit mon fils, en me tendant un dossier comme s'il s'agissait d'une simple facture ménagère. C'est la dette de ma femme, 300 000 $. Ne me déçois pas, a-t-il ajouté, la voix dégoulinante de mépris. J'ai simplement souri, me suis versé une autre tasse de café pendant qu'il continuait de faire défiler son téléphone. 6 heures plus tard, mon compte en banque était vide. Ce soir-là, quand ils sont revenus pour l'argent, la maison était vide. Seule une enveloppe reposait sur la table de la cuisine. Quand ils l'ont ouverte, leurs visages sont devenus blêmes. Le lendemain matin, la sonnette a retenti 3 fois de suite, comme si quelque chose d'urgent s'était produit. Je savais qui c'était avant même d'ouvrir la porte. Mon fils, Richard, ne se montrait à l'improviste que lorsqu'il avait besoin de quelque chose. J'ai posé la tasse de thé à moitié finie sur le comptoir et j'ai lentement descendu le couloir. Par la fenêtre du salon, j'ai vu son SUV de luxe garé négligemment devant le portail. Richard avait hérité du sens des affaires de son père, mais pas de sa patience ni de son empathie. Quand j'ai ouvert la porte, il était déjà là. Un téléphone dans une main, une enveloppe marron dans l'autre. Son visage, si semblable à celui de son père, était tendu. « Maman » a-t-il dit, passant à côté de moi sans m'embrasser. Juste un baiser en l'air obligatoire. « Il faut qu'on parle. » Richard est entré directement dans la cuisine comme s'il était encore chez lui, bien qu'il ait déménagé il y a plus de 15 ans. Il s'est assis sur ma chaise, a posé l'enveloppe sur la table et a continué à taper sur son téléphone. « Une tasse de café serait la bienvenue » a-t-il dit sans lever les yeux. Je l'ai préparé automatiquement. 10 ans de veuvage, et je servais encore les hommes de ma vie, comme si c'était mon seul but. Quand j'ai posé la tasse devant lui, j'ai remarqué que ses doigts étaient crispés, ses jointures blanchissant pendant qu'il tapait. « Comment vont Fernanda et les enfants ?» ai-je demandé, faisant référence à ma belle-fille et à mes petits-enfants que je voyais rarement. « Ils vont bien » a répondu sèchement Richard. Finalement, il a posé son téléphone et a pris une gorgée de café. Je vais aller droit au but. « Maman, j'ai des ennuis. » Je me suis assise en face de lui. L'horloge au mur battait lentement. « Fernanda s'est retrouvée dans une mauvaise passe » a-t-il dit, en faisant glisser l'enveloppe vers moi. Elle a fait un mauvais investissement. Je l'ai ouverte avec précaution. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, des avis de dette et un contrat de prêt marqué en rouge vif, 300 000 $. Mon cœur s'est serré. C'était presque toute mon épargne retraite, plus ce qui restait de la vente de notre appartement en ville après le décès de mon mari Édouard. « Richard » ai-je dit d'une voix rauque. « C'est presque tout ce que j'ai. » Il a pris une autre gorgée, ses yeux froids rencontrant enfin les miens. « Maman, tu n'as pas vraiment besoin de cet argent. Tu vis seul ici. Tout est payé. Tes dépenses sont minimes. Tu as 68 ans. Pourquoi l'économises-tu » Les mots m'ont frappé comme une gifle. La maison, mon seul bien, était toujours à son nom. Une décision d'Édouard il y a des années, soi-disant pour éviter les problèmes de succession. Ce n'est pas si simple, ai-je murmuré. J'ai encore des médicaments, des visites chez le médecin. Richard a tapoté la table, me coupant la parole. Fernanda s'est fait arnaquer. D'accord. Elle a fait confiance aux mauvaises personnes. Si nous ne payons pas d'ici demain, les choses vont mal tourner. Ce ne sont pas des banquiers, maman. Ce sont des gens dangereux. À quel point dangereux ? Ai-je demandé, la voix tremblante. Tu n'as pas besoin de connaître les détails, a-t-il dit avec impatience. Fais-moi juste confiance. C'est juste un prêt. Je te rembourserai une fois que l'entreprise se sera stabilisée. J'ai regardé l'enveloppe, puis le visage du garçon qui jouait autrefois dans mon jardin, maintenant un étranger assis dans ma cuisine. Tu m'as déjà emprunté de l'argent, Richard. Je n'ai jamais revu un seul dollar. Son expression s'est assombrie. Cette fois, je suis sérieux, maman. Ce n'est pas le moment de faire des histoires. Il s'est levé et a commencé à faire les 100 pas comme un animal en cage. Je suis ton seul fils. Tu as toujours dit que tu ferais n'importe quoi pour moi. J'ai reconnu le ton familier, la même manipulation qu'Édouard utilisait depuis des décennies. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je dit doucement. Il n'y a pas de temps, a rétorqué Richard. J'ai besoin de l'argent sur le compte aujourd'hui. Demain, c'est trop tard. Il s'est tenu derrière moi, posant sa main sur mon épaule.
Elle semblait lourde, comme une chaîne. Maman, a-t-il dit, son ton plus doux maintenant. Tu sais, je ne demanderai jamais si ce n'était pas sérieux. C'est pour la sécurité de Fernanda, pour la sécurité de notre famille. Ce mot, famille, le sortilège qui m'avait gardé obéissante pendant des années. D'accord, ai-je murmuré. Je vais le transférer. Richard a expiré de soulagement, souriant pour la première fois depuis son arrivée. Merci, maman. Je savais que je pouvais compter sur toi. Il a vérifié sa montre. J'ai une réunion, mais je reviendrai ce soir pour dîner et nous finirons ça. D'accord. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Il a attrapé le dossier, m'a embrassé sur le front et est parti. Ne me déçois pas, maman, a-t-il dit comme un parent réprimandant un enfant. La porte a claqué. Je suis resté là, fixant la tasse de café à moitié pleine, réalisant que je venais de commettre une terrible erreur. Par la fenêtre, j'ai regardé sa voiture s'éloigner à toute vitesse, des graviers éclaboussant le jardin que j'entretenais depuis des années. Et puis ça m'a frappé, une idée que l'ancienne moi n'aurait jamais osé envisager. J'ai décroché le téléphone et j'ai composé un numéro que je n'avais pas appelé depuis des années. Marika, c'est Diane. J'ai besoin de ton aide. Moins de 30 minutes plus tard, mon ami est arrivé. Marissa et moi nous étions rencontrés à l'université il y a près de 50 ans. Elle était devenue avocate. J'avais abandonné pour épouser Édouard. Elle n'avait jamais approuvé mon choix, mais avait toujours été là, attendant que je me réveille. 300 000 $. Marika a failli s'étouffer avec son thé. Diane, as-tu perdu la tête? C'est tout ce que tu as. J'ai secoué la tête, sentant le poids de la vérité. Ce n'est pas la première fois. L'année dernière, c'était 100 000 pour développer son entreprise. Avant ça, 50 000 pour régler un problème de fournisseur. Je n'ai jamais revu un centime. Marika a claqué sa tasse. Pourquoi continues-tu à faire ça, Diane? Tu étais intelligente. Pourquoi ne vois-tu pas ce qui se passe? Sa question m'a frappé comme un coup de poing à la poitrine. Je suis restée silencieuse. Parce que c'est mon fils, ai-je dit finalement, le vieux réflexe parlant pour moi. Et tu es sa mère, pas sa banque, a rétorqué Marika. Édouard t'a manipulé pendant 30 ans, et maintenant ton fils suit le même chemin. Quand vas-tu arrêter ça? J'ai regardé le jardin où mes roses avaient enfin fleuri après des années de lutte dans un sol pauvre, tout comme moi, survivant contre toute attente. Aujourd'hui? Ai-je dit, me surprenant même. Aujourd'hui? A demandé Marissa. J'ai pris une profonde inspiration, sentant quelque chose en moi se briser et se reconstituer. Je veux que tu m'aides à transférer tout mon argent sur un compte que Richard ne connaît pas, et je veux partir avant qu'il ne revienne. Les yeux de Marissa se sont agrandis. Puis elle a souri lentement. Diane Miller, j'ai attendu près de 50 ans pour t'entendre dire ça. Elle a sorti son téléphone. J'ai un appartement de vacances vide en Floride. Les clés sont à mon bureau. Il revient ce soir, n'est-ce pas? Ça nous donne environ 10 heures, plus qu'assez. Premier arrêt, la banque. Ensuite, nous irons chez le notaire pour mettre en place une représentation légale au cas où il essaierait quelque chose. Après ça, on fait les valises et on part. J'étais terrifié mais exalté. Je n'avais jamais pris de décision audacieuse de ma vie. Il va devenir fou, ai-je marmonné. Marika m'a pris la main. As-tu peur de lui? J'ai pensé au visage de Richard quand les choses n'allaient pas comme il voulait. Sa voix se durcissant, ses yeux devenant froids. Oui, ai-je admis, comme j'avais peur de son père. Alors il est temps d'arrêter d'avoir peur, a dit Marika, en me serrant la main. Va faire tes valises. Je suis monté à l'étage et j'ai sorti une valise que je n'avais utilisée que 2 fois en 10 ans. J'ai emballé quelques vêtements, des médicaments, des documents et quelques bijoux sentimentaux. Dans le tiroir, j'ai trouvé une petite boîte en bois qu'Édouard n'avait jamais connue, plusieurs milliers que j'avais économisés en vendant des pâtisseries et des broderies au fil des ans. Mon petit acte de défi secret. J'ai pris une photo encadrée de ma mère, puis je me suis arrêté devant une photo de Richard enfant. Après un moment d'hésitation, je l'ai reposée. Quand je suis revenu dans le salon, Marika était au téléphone. Le vol pour la Floride est confirmé pour 15 heures. Nous aurons le temps pour la banque et le notaire. À la banque,
le directeur m'a regardé avec surprise quand j'ai demandé à tout transférer sur un nouveau compte. Vous êtes sûr? C'est un montant considérable. Tout à fait sûr, ai-je dit en signant les papiers. Et s'il vous plaît, n'envoyez pas de relevé à mon domicile. Pendant que nous attendions, Marika m'a regardé. Qu'est-ce que tu comptes laisser à Richard? Une note, ai-je dit, et une leçon qu'il aurait dû apprendre il y a longtemps. Quand nous sommes rentrés, j'ai écrit un court message et je l'ai posé proprement sur la table de la cuisine. C'est moi qui t'ai déçu. Cette dette ne peut pas être remboursée avec de l'argent. En tirant ma valise vers la porte, j'ai jeté un dernier regard à la maison qui avait été ma prison. Dans le jardin, les roses se balançaient au vent, libres et fortes, comme je le serais désormais. Dans le taxi pour l'aéroport, Marika m'a tenu la main. Ça va? La ville défilait derrière la vitre, emportant les années que j'avais perdues. Pas encore, ai-je dit. Mais ça ira. Le condo de Mara en Floride était petit mais confortable, avec vue sur l'océan. Cette première nuit, je me suis assise sur le balcon, écoutant les vagues. Quand j'ai rallumé mon téléphone, il y avait 17 appels manqués de Richard. Je l'ai de nouveau éteint. Je n'étais pas prête. Il te trouvera un jour ou l'autre, a dit Marika en versant du vin. Il nous faudra un plan à long terme. J'ai hoché la tête, étrangement en paix. Je n'ai jamais pensé que j'aurais le courage de faire ça. J'ai toujours su que tu l'avais, a souri Marissa. Tu avais juste besoin d'un coup de pouce. Dans les jours qui ont suivi, mon téléphone n'a cessé de sonner. Richard, sa femme Fernanda, même ma sœur Claudia, ils ont tous été impliqués. Dans un message vocal, la voix de Richard oscillait entre la supplication et la menace. Maman, s'il te plaît, rappelle-moi. Tu ne peux pas simplement disparaître. La maison est à mon nom. Tu te souviens? Réfléchis bien, maman. Une semaine après mon départ, j'ai commencé à reconstruire ma vie. J'ai ouvert un nouveau compte en banque, loué un petit appartement près de la plage, et vendu des pâtisseries et des broderies au marché local. À 68 ans, je n'avais jamais vraiment travaillé, mais à ma grande surprise, les gens adoraient ce que je faisais de mes propres mains. Marika est restée à New York, mais a agi comme mes yeux et mes oreilles. Elle m'a raconté comment Richard s'était présenté à son bureau, furieux, demandant à savoir où j'étais, menaçant d'intenter une action en justice, prétendant que j'étais mentalement instable. Que as-tu dit, ai-je demandé. Je lui ai dit. Tu es parfaitement saine d'esprit. Et s'il continue de menacer, je demanderai une ordonnance restrictive. Marissa a ri. Tu aurais dû voir sa tête. Je parie que personne ne lui a jamais dit non avant. À la fin du premier mois, j'ai reçu une lettre de l'avocat de Richard exigeant que je revienne immédiatement, citant des inquiétudes sur ma santé mentale et menaçant de prendre le contrôle de ma succession. Dans la même enveloppe se trouvait une note manuscrite de Fernanda, remplie de désespoir. Diane, s'il te plaît, reviens. Richard est hors de contrôle. Les créanciers se rapprochent. Nous avons besoin de toi. J'ai tout remis à Marissa, qui a répondu formellement en mon nom, joignant mon dernier rapport médical, confirmant que j'étais parfaitement saine, ainsi qu'un relevé détaillé de tout l'argent que Richard m'avait contrainte à prêter au fil des ans. Ça ira, m'a rassuré Marika. Mais Richard n'abandonnera pas facilement. Il vient de perdre sa banque personnelle, et c'était toi. Ça le rend fou. Le mois suivant, j'ai eu un visiteur inattendu. Ma belle-fille, Fernanda, s'est présentée à la porte de mon petit appartement loué. Son visage était pâle, son corps mince. Comment m'as-tu trouvé, ai-je demandé, stupéfaite. Nous avons engagé un détective privé, a-t-elle dit, l'air honteux. Puis-je entrer? J'ai hésité, mais j'ai finalement ouvert la porte. Fernanda a regardé le petit appartement, surprise. C'est confortable, a-t-elle dit, clairement étonnée que j'ai choisi une telle simplicité après avoir laissé une grande maison. C'est à moi, ai-je répondu doucement. Nous nous sommes assises sur le petit balcon, l'océan scintillant au loin. Fernanda tenait sa tasse de thé, les mains tremblantes. Les choses vont mal, Diane, a-t-elle murmuré. Richard a changé. Il est devenu colérique et déséquilibré. Ma voix s'est brisée. Et mes petits-enfants, ils ont peur. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Richard a vendu la voiture. Maintenant, nous essayons de vendre l'appartement de la plage pour rembourser la dette.
Elle a fait une pause. Ce n'est pas seulement 300 000 $, Diane. C'est beaucoup plus. Je n'étais pas surprise. Édouard avait fait de même, cachant toujours plus de dettes. Alors, tu n'es pas venu ici pour me convaincre de revenir. Ai-je dit. Tu es venu pour demander plus d'argent? Fernanda a baissé la tête. C'est plus compliqué que ça. Les gens à qui nous devons de l'argent ne sont pas patients. Richard leur a dit, vous avez encore de l'argent. Un frisson m'a parcouru. Il m'a utilisé comme garantie. Fernanda est restée silencieuse, mais ce silence en disait long. Tu dois partir, Fernanda, ai-je dit, en lui serrant la main. Prends les enfants et va chez tes parents. Ce n'est pas si facile, a-t-elle dit d'une voix tremblante. Ils contrôlent tout, les comptes, les papiers, même mon téléphone. Je ne sais pas comment j'ai réussi à m'échapper. Je l'ai regardé, le cœur serré. Tout comme je ne savais pas comment m'en sortir, mais je l'ai fait. Je peux t'aider, ai-je dit. Pas avec de l'argent, mais pour te libérer. Fernanda m'a regardé, la peur et l'espoir se mêlant dans ses yeux. Il nous trouvera, comme il t'a trouvé. Alors nous serons prêtes, ai-je dit, sentant une force que je n'avais jamais connue auparavant. D'abord, on te fait sortir, toi et les enfants. Après que Fernanda soit partie avec un plan concret et un nouveau téléphone que j'avais caché dans sa botte, je me suis assise sur le balcon, regardant le coucher du soleil. Le ciel orange brûlait, comme un symbole de ma propre transformation, des ténèbres à la lumière. Mon téléphone a sonné. C'était Marissa. Fernanda est venue te voir, n'est-ce pas, a-t-elle demandé immédiatement. Comment le savais-tu? Richard s'est de nouveau présenté à mon bureau. Cette fois avec un usurier. Un grand type, le visage plein de cicatrices. Ils ont fait des allusions. Voulant savoir où tu étais. Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce que tu leur as dit? Je leur ai dit que s'ils te touchaient ne serait-ce qu'un cheveu, à moi, ou à quiconque lié à toi, je m'assurerais qu'ils passent le reste de leur vie en prison. Marika a fait une pause. Diane, ça devient dangereux. Richard est désespéré maintenant. Je sais, ai-je murmuré, regardant le dernier rayon de lumière s'estomper sous l'horizon. Et les gens désespérés font des choses désespérées. Le lendemain matin, on a frappé fort à la porte. Mon cœur s'est emballé, Richard m'avait-il trouvé? Mais en regardant par le Judas, j'ai vu une femme que je ne connaissais pas. Êtes-vous Diane Miller? A-t-elle demandé alors que j'entr'ouvrais la porte, laissant encore le loquet. Oui. Elle a montré un badge. Je suis l'inspectrice Olivia de la police. Nous devons parler de votre fils, Richard Miller. Mon cœur battait la chamade. A-t-il des ennuis? Olivia a gardé son calme. Puis-je entrer? Je l'ai invitée à l'intérieur et j'ai fait du café. Elle s'est assise sur le petit canapé du salon. Madame Miller, a-t-elle commencé. Votre fils fait l'objet d'une enquête pour fraude financière, falsification de documents et lien avec un réseau d'usuriers. Nous devons savoir si vous êtes au courant de l'une de ces activités. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Une partie de moi avait toujours senti que Richard ne faisait pas des affaires honnêtes, mais entendre les mots « enquête criminelle » m'a secoué. Je savais seulement qu'il avait des problèmes financiers, ai-je répondu, mais je ne réalisais pas à quel point c'était grave. Elle a pris des notes, puis a demandé « Vous avez quitté votre domicile il y a environ 2 mois, n'est-ce pas? Pourquoi ?» Je lui ai tout raconté, les prêts répétés, la manipulation, la pression pour 300 000 $. Olivia a écouté attentivement, griffonnant de temps en temps. A-t-il déjà utilisé votre nom pour signer des documents ou vous a-t-il fait signer des papiers sans vous les expliquer? J'ai réfléchi. Oui. Il y a quelques années, il m'a dit de signer des papiers pour qu'il puisse transférer de l'argent facilement en cas d'urgence. Il a dit que c'était pour me protéger dans ma vieillesse. Elle a hoché la tête. Nous avons trouvé plusieurs transactions suspectes sur des comptes à votre nom. Des comptes dont vous ne connaissiez probablement même pas l'existence. J'ai fermé les yeux, l'estomac noué. Richard ne m'avait pas seulement manipulé. Il avait volé l'identité de sa propre mère. Que dois-je faire maintenant? Ai-je demandé, en essayant de rester calme. Nous continuerons l'enquête. Vous devrez bientôt faire une déclaration officielle. Et pour être honnête, votre fils pourrait faire face à des accusations dans les prochaines semaines.
vous devriez également être prudente pour votre sécurité. Quand Olivia est partie, j'ai immédiatement appelé Marika. Elle a promis de prendre l'avion pour la Floride le jour même. J'ai toujours soupçonné que Richard était impliqué dans des affaires louches, a-t-elle dit au téléphone, mais pas à ce point. Cet après-midi-là, j'ai reçu un texto de Fernanda. Il a découvert notre plan. Je suis enfermé dans la chambre avec les enfants. Il casse tout. Tout mon corps s'est glacé. J'ai appelé Olivia tout de suite et elle a envoyé des policiers chez Richard. Les heures suivantes se sont écoulées dans la peur et les appels téléphoniques sans fin. À la tombée de la nuit, j'ai appris que Fernanda et les enfants étaient en sécurité, tandis que Richard avait été arrêté pour avoir résisté à l'intervention de la police. Plus tard dans la nuit, Marika est arrivée et m'a trouvé assise tranquillement sur le balcon, fixant l'océan sombre. Elle s'est assise à côté de moi en silence pendant un moment, puis a demandé « Comment te sens-tu » ? « Coupable » ai-je murmuré. Si je n'étais pas parti, peut-être que les choses auraient été différentes. Marika a secoué la tête. Non, Diane. Si tu n'étais pas parti, tu aurais sombré avec lui. Peut-être même que tu aurais été entraîné dans ses escroqueries. Elle m'a tenu la main. Tu as fait la seule chose que tu pouvais. Tu t'es sauvé et peut-être aussi Fernanda et les enfants. Le lendemain matin, le titre du journal m'a stupéfaite. Homme d'affaires arrêté pour fraude et lien avec le crime organisé. La photo montrait Richard menotté, emmené, un étranger, pas mon fils. Le téléphone a sonné. C'était Olivia. Madame Miller, votre fils veut vous voir. Il ne parlera qu'à vous. J'ai regardé Marika, qui savait déjà. Tu n'es pas obligé d'y aller, a-t-elle dit. Pas après tout ce qu'il a fait. Je dois le faire, ai-je dit fermement, me surprenant même. J'ai besoin de le regarder dans les yeux pour en finir. Le poste de police était froid, les néons rendant chaque ride de mon visage plus profonde. Richard a été conduit dans la salle de visite, les mains menottées, portant un uniforme de prison gris qui le faisait paraître plus petit, plus âgé. Quand il m'a vu, ses yeux si semblables à ceux de son père se sont remplis de larmes. « Maman, tu es venue. » Je me suis assise en face de lui, gardant mes distances. « Tu voulais me voir. » Je suis là. J'ai de gros ennuis, maman. Tu ne comprends pas, a-t-il dit rapidement. Ces gens ne plaisantent pas. Si je ne peux pas les payer. Non, les jeux interrompus calmement. C'est toi qui ne comprends pas. Je ne suis pas venu ici pour te donner de l'argent. Ce temps est révolu. Son visage s'est durci, passant de la faiblesse à la colère. Tu m'as laissé quand j'avais le plus besoin de toi. Tu as abandonné ta famille. Non, ai-je dit, en prenant une profonde inspiration. Je dirai à tes enfants que leur père a fait les mêmes mauvais choix que son grand-père, et que j'ai finalement fait ce qui était juste. Richard a frappé la table de ses mains menottées. La maison est toujours à mon nom. Il ne te reste rien. Il me reste moi-même, ai-je dit en me levant. La seule chose que j'ai failli perdre à cause d'hommes comme toi et ton père. Je me suis tourné vers la porte, puis je me suis arrêté. Fernanda et les enfants sont en sécurité. Ils auront une chance de recommencer, loin de toi. Moi aussi. En sortant du poste, j'ai senti un poids se lever de mes épaules. Le soleil de Floride brillait, chaud après les lumières artificielles froides de l'intérieur. Marika attendait dans la voiture. Comment ça s'est passé, a-t-elle demandé. J'ai regardé en arrière le bâtiment où j'avais laissé à la fois mon fils et mes années d'aveuglement. La liberté, ai-je dit, souriant pour la première fois depuis des années d'un sourire sincère. 6 mois se sont écoulés depuis mon départ et l'arrestation de Richard. L'hiver est arrivé, les vents marins se sont renforcés, les vagues agitées. Mon petit appartement était devenu une vraie maison maintenant, avec des plantes en pot sur le balcon et des broderies colorées que j'avais faites accrocher au mur. Fernanda et les enfants, Lucas, 8 ans, et Mariana, 6 ans, avaient déménagé dans une ville tranquille de l'intérieur des terres, près de sa famille. Nous nous appelions en vidéo chaque semaine. Marika m'a appris à utiliser la technologie. Les enfants s'adaptaient, même s'ils posaient encore parfois des questions sur leur père. « Mamie, quand pourrons-nous te rendre visite ?» a demandé Lucas. « Pendant les vacances d'été en juillet, ai-je promis. Nous construirons des châteaux de sable et ramasserons des coquillages sur la plage. » Fernanda est apparue à l'écran, souriant doucement. Elle avait l'air en meilleure santé maintenant,
les joues roses, les yeux doux. Tu nous invites vraiment, Diane? Bien sûr. L'appartement est petit, mais il y a de la place pour tout le monde. Je veux entendre le rire des enfants ici. Après l'appel, je me suis assise à regarder les vagues frapper le rivage. Le procès de Richard aurait lieu le mois prochain. Les charges étaient lourdes, fraude, faux et usage de faux, complot. Marika prédisait au moins 10 ans. J'ai accepté de témoigner, non par haine, mais pour la justice, pour moi, pour Fernanda, et pour tous ceux que Richard avait trompés. Puis le téléphone a sonné, un numéro inconnu. Madame Diane Miller, a dit une voix masculine. Oui, qui est-ce? Je suis Robert Mandé, l'avocat de votre fils. Ma poitrine s'est serrée. Dernièrement, Richard changeait constamment d'avocat, chacun promettant des miracles mais ne livrant rien. De quoi avez-vous besoin? Richard veut négocier. Il a des informations sur des opérations plus importantes qui pourraient intéresser les procureurs en échange d'une peine plus légère, mais il a besoin de votre aide. J'ai soupiré, sachant déjà où cela menait. Une aide financière, n'est-ce pas? Pour payer votre soi-disant équipe juridique spéciale. 200 000 $, a-t-il dit. J'ai ri. Incroyable. Je n'ai pas ce genre d'argent, et même si je l'avais, je ne le dépenserais pas pour ça. Madame Miller, son ton s'est durci. Votre fils pourrait purger plus de 10 ans. En tant que mère, vous. En tant que mère, les jeux interrompus. J'en ai assez fait depuis des décennies maintenant. Richard devra faire face aux conséquences lui-même. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis l'avocat a parlé doucement. Il a dit que vous répondriez comme ça. Il m'a demandé de vous dire qu'il a toujours des copies des papiers que vous avez signés autrefois, des documents qui pourraient vous impliquer dans certaines de ces affaires. Mon estomac s'est tordu, mais ma voix est restée ferme. Dites à mon fils que le chantage est un autre crime à ajouter à sa liste et que je suis prête à faire face à tout ce qui pourrait arriver si cela signifie mettre fin à ce cycle. J'ai raccroché, la main tremblante, et j'ai immédiatement appelé Marika pour tout lui raconter. Il bluffe, m'a assuré Marika. Chaque document que vous avez signé a déjà été vérifié par la police comme ayant été obtenu sous la contrainte. L'enquête a rendu son schéma de comportement très clair. Pourtant, je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je suis resté éveillé, me souvenant de chaque papier que j'avais signé pour Richard ou Édouard. Tant de contrats, d'autorisations, de documents que j'avais à peine parcourus parce que je croyais qu'ils avaient mes meilleurs intérêts à cœur. Le lendemain matin, on a frappé fort à la porte. C'était l'agent Olivia accompagné d'un autre officier. Madame Miller, nous avons besoin que vous veniez avec nous au poste. Il y a eu un nouveau développement dans l'affaire de votre fils. En chemin, Olivia a expliqué que Richard avait essayé de soudoyer un garde pour faire entrer un téléphone dans sa cellule. Heureusement, le garde faisait partie d'une enquête interne et a tout enregistré. Au poste, ils m'ont montré la transcription de l'appel que Richard avait l'intention de passer une fois qu'il aurait eu le téléphone. C'était à l'un des hommes à qui il devait de l'argent. Sa voix était claire sur l'enregistrement. Ma mère a de l'argent planqué. Si je ne peux pas payer, vous savez où la trouver. Les mots m'ont glacé jusqu'aux os. Mon fils était prêt à mettre la vie de sa mère en danger juste pour se sauver. Madame Miller, a dit doucement Olivia, avec cette nouvelle preuve, nous recommandons une protection temporaire et vous conseillons de déménager. Une fois de plus, la police m'a raccompagné chez moi. Marika était déjà là, ayant été informée. Elle m'a serré fort dans ses bras dès qu'elle m'a vu. Je cherche un appartement avec une sécurité complète pour toi. Une résidence fermée avec des gardes. J'ai regardé mon petit appartement, les plantes dont je m'occupais chaque jour, les rideaux que j'avais cousus moi-même, la fenêtre qui donnait sur la mer et m'apportait la paix chaque matin. Non, ai-je dit, surprise par ma propre voix. Je ne fuis plus. Je ne laisserai plus Richard contrôler ma vie, même derrière les barreaux. Marissa m'a regardé avec un mélange d'inquiétude et d'admiration. Diane, ces gens sont dangereux. Je sais, je serai prudente, mais c'est ma maison, la première que j'ai choisie pour moi-même. Je ne vais pas y renoncer. Dans les jours qui ont suivi, nous avons installé un nouveau système de sécurité, des caméras, des alarmes, des serrures renforcées. La police a augmenté les patrouilles, et 2 officiers en civil se relayaient pour surveiller depuis une voiture à l'extérieur. Fernanda m'a appelé, paniquée après avoir appris la nouvelle. Diane, s'il te plaît,
viens rester avec nous. Je vais bien, ma chérie, l'ai-je rassuré. J'ai ma propre vie maintenant. Des foires artisanales, des amis, même des cours de natation pour seniors. J'ai ri. À 68 ans, je sais enfin qui je suis quand je ne m'occupe pas d'hommes ingrats. Une semaine plus tard, alors que les choses s'étaient un peu calmées, j'ai reçu une convocation au tribunal pour témoigner au procès de Richard. Marika, toujours en Floride avec moi, a lu le papier. Es-tu prête? Le voir au tribunal ne sera pas facile. J'ai regardé l'océan, le seul ami qui ne m'avait jamais jugé. Je suis prête. Le palais de justice du centre-ville de Miami était grand et imposant. C'était la première fois que j'y retournais depuis mon départ, et la ville me semblait étrangère. Marissa conduisait pendant que je regardais par la fenêtre. Nerveuse, a-t-elle demandé. Étrangement? Non, ai-je dit. J'ai juste l'impression de tourner une page. Dans la salle d'audience, je me suis assise avec Marissa au premier rang. La procureure, une femme d'une cinquantaine d'années au regard perçant, est venue me serrer la main. Madame Miller, votre témoignage aujourd'hui est crucial. Richard essaie de se faire passer pour une victime de manipulation. Il a toujours été doué pour jouer la victime, ai-je murmuré. La porte latérale s'est ouverte et Richard est entré avec 2 officiers. Il avait l'air décharné, le visage creux, ses yeux ont rencontré les miens, suppliants, mais je les regardais en retour, calme et stable. Le juge est entré, et tout le monde s'est levé. La procédure a commencé par des formalités. Puis des témoins experts ont décrit la complexité des schémas de fraude de Richard. Quand mon nom a été appelé, je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la barre des témoins, les jambes tremblantes mais la résolution ferme. Après avoir prêté serment, la procureure a demandé, « Pouvez-vous décrire votre relation avec l'accusé, votre fils ?» J'ai regardé droit vers Richard. Je l'ai élevé seul après la mort de mon mari il y a 10 ans. Avant cela, nous avions l'air d'une famille normale, mais seulement en apparence. Que voulez-vous dire par là? Mon mari Édouard, le père de Richard, était également contrôlant et manipulateur financièrement. Richard a appris du meilleur. Et comment votre fils vous a-t-il manipulé financièrement? J'ai tout raconté. Les prêts répétés, les fausses promesses, les menaces subtiles. La dernière fois, il a exigé 300 000 $, la totalité de mes économies, pour payer la dette de sa femme. Quand j'ai réalisé que je ne reverrais jamais cet argent, je suis parti. Qu'est-ce qui vous a finalement décidé à partir après tant d'années? J'ai fait une pause. C'était le mépris dans sa voix. Quand il a dit « Ne me déçois pas, maman ». J'ai réalisé qu'à ses yeux, je n'étais pas une personne, juste un portefeuille ambulant. Quelque chose en moi s'est brisé, puis s'est reformé en quelque chose de plus fort. L'avocat de Richard s'est levé pour le contre-interrogatoire, débordant de confiance. Madame Miller, vous considérez-vous comme une bonne mère? J'ai vu la procureure sur le point de s'opposer, mais je lui ai fait signe de me laisser répondre. Pendant des décennies, j'ai cru qu'être une bonne mère signifiait tout donner, argent, temps, même la dignité. Maintenant, je sais qu'être une bonne mère signifie aussi enseigner à son enfant la responsabilité et les conséquences. Vous avez abandonné votre fils quand il avait le plus besoin de vous, a-t-il accusé. Non, j'ai cessé de permettre son autodestruction. Il y a une grande différence. Et ces prétendues menaces que vous prétendez qu'il a faites, comme ces pratiques que vous les mentionniez maintenant, juste au moment où il négocie un accord de plaidoyer. Je suis resté calme. Les enregistrements parlent d'eux-mêmes. Je ne gagne rien à regarder mon propre fils vendre sa mère à des criminels. Je ne vois que de la tragédie. Quand mon témoignage s'est terminé, je suis retourné à ma place, les jambes tremblantes. Marissa m'a tenu la main en silence. Le procès s'est poursuivi avec les déclarations d'employés, de victimes et de Fernanda, qui a décrit les longues années de tromperie. J'ai regardé Richard devenir de plus en plus agité, baissant la tête et marmonnant avec colère à son avocat. Quand le juge a appelé à une suspension, il m'a regardé une dernière fois, ses yeux non plus suppliants, mais froids et pleins de haine, et cela m'a glacé. Cette nuit-là, dans la chambre d'hôtel, je n'ai pas pu dormir. Ce regard me hantait, le même regard qu'Édouard avait chaque fois qu'il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Le lendemain matin, nous sommes retournés pour entendre la sentence. La procureure a présenté l'affaire clairement, tandis que l'avocat de Richard a essayé de le dépeindre comme un homme d'affaires qui avait simplement fait des erreurs plutôt qu'un criminel.
Quand le juge s'est retiré pour délibérer, Marika et moi sommes allés dans un café voisin pour prendre un café. J'ai remué ma tasse distraitement, puis j'ai remarqué un homme assis à quelques tables de là qui nous observait. Quand je me suis tourné, il a rapidement détourné le regard. « Marika » ai-je murmuré. « Cet homme nous suit. » Elle a jeté un coup d'œil subtil. Peut-être un journaliste. L'affaire attire l'attention des médias. Mais sa posture, la façon dont il faisait semblant d'être décontracté tout en continuant à regarder, m'a mise mal à l'aise. « Je veux retourner au palais de justice », ai-je dit. En quittant le café, il s'est levé aussi, gardant ses distances, mais en nous suivant. J'ai informé les officiers postés au palais de justice. Ils ont hoché la tête et ont dit qu'ils le surveilleraient. Quand la session a repris, le juge est revenu. Dans l'affaire de l'État contre Richard-Edouard Miller, le tribunal déclare l'accusé coupable de tous les chefs d'accusation. Une vague de soulagement m'a envahi, suivie immédiatement d'une profonde tristesse. L'enfant que j'avais autrefois bercé dans mes bras était maintenant officiellement un criminel. Le tribunal condamne l'accusé à 12 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle après 4 ans, ainsi qu'à des amendes et à des dédommagements. Richard est resté silencieux. Alors que les officiers venaient l'emmener, il a tourné la tête vers moi. « Ce n'est pas fini », a-t-il dit assez clairement pour que je l'entende. « Tu le regretteras. » En quittant le palais de justice, j'ai vu le même homme debout au loin. Je l'ai signalé à la police et il a disparu dans la foule. « Nous devons retourner en Floride tout de suite », ai-je dit à Marissa. « Je ne me sens pas en sécurité ici. » La semaine suivante, j'ai essayé de reprendre ma routine. La police ne venait plus que périodiquement, disant que les menaces de Richard n'étaient pas crédibles pendant qu'il était derrière les barreaux. Un après-midi, en revenant de la foire où je vendais des broderies, j'ai vu une voiture étrange garée près de mon immeuble. Les vitres étaient teintées, garées parfaitement pour surplomber l'entrée principale. Un malaise m'a envahi. Je ne suis pas entré. J'ai continué à marcher et j'ai appelé Olivia. « Ce n'est peut-être rien », a-t-elle dit, mais laissez-moi vérifier. Restez dans un lieu public. Je suis allé dans un café voisin, m'asseyant près de la fenêtre. 20 minutes plus tard, des voitures de police sont arrivées. 2 hommes du véhicule étrange sont sortis en essayant de partir mais ont été arrêtés. Mon téléphone a sonné. C'était Olivia. « Madame Miller, nous avons arrêté 2 hommes avec des casiers judiciaires. Ils portaient une arme non enregistrée et un morceau de papier avec votre adresse dessus. » Un frisson m'a parcouru. « Ce sont peut-être les associés de Richard », a dit Olivia. « Nous les interrogeons maintenant. Avez-vous un endroit sûr où rester pendant quelques jours ?» J'ai immédiatement appelé Marika. Sa réponse a été ferme et rapide. « Je serai là dans 1 heure. Nous irons à ma maison de plage en Floride. Personne ne connaît cet endroit. » Je suis retourné à mon appartement sous escorte policière pour prendre quelques affaires essentielles. En faisant mes bagages à la hâte, j'ai regardé la maison que j'avais construite avec amour. Une fois de plus, je fuyais. Ou peut-être pas. Une idée se formait, quelque chose que l'ancienne Diane n'aurait jamais osé penser. Mais maintenant, cela avait un sens parfait. Quand Marika est arrivée, je lui ai raconté mon plan. « C'est risqué », a-t-elle prévenu. « Vivre dans la peur pour toujours est plus risqué », ai-je répondu. « J'en ai assez de fuir. » Le lendemain, au lieu de me cacher à la maison de plage de Morica, je suis retourné à mon appartement avec un objectif clair. Avec le soutien de l'agent Olivia et de son équipe, nous avons tendu un piège. Les 2 hommes arrêtés plus tôt ont accepté de coopérer en échange de peines réduites et ont avoué que Richard, utilisant un téléphone de contrebande en prison, avait engagé quelqu'un pour me faire peur, une expression douce pour quelque chose de bien plus sombre. Il voulait vraiment vous faire du mal, a expliqué Olivia. Il veut juste prouver qu'il a encore du pouvoir, même derrière les barreaux. Le plan était simple. Je devais suivre ma routine normale, agissant comme si de rien n'était pendant que des officiers en civil surveillaient la zone. Quand l'homme engagé se présenterait, il serait pris en flagrant délit. Pendant 3 jours, j'ai vécu sur le qui-vive. Chaque son faisait sursauter mon cœur. Chaque étranger qui passait me remplissait de suspicion. Le 4e matin, alors que j'arrosais des plantes sur le balcon, j'ai vu un homme appuyé contre un poteau de l'autre côté de la rue, fixant directement mon appartement. Nos regards se sont croisés un bref instant. Je suis rapidement rentré et j'ai fait signe à la femme de ménage,
en réalité une policière en civil. C'est lui, ai-je murmuré. J'en suis sûr. Il a observé pendant environ 30 minutes, puis a lentement traversé la rue vers la porte. Le portier, un autre officier déguisé, l'a laissé entrer. Je me suis assise dans le salon face à la porte, mon cœur battant si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Les officiers se cachaient dans la salle de bain, la porte légèrement entr'ouverte. La sonnette a retenti. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert. « Madame Diane Miller » a demandé l'homme. Il avait l'air si ordinaire qu'il aurait pu se fondre dans n'importe quelle foule. « Oui. J'ai un message de votre fils. » Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit d'autre, 3 officiers sont apparus et l'ont maîtrisé en quelques secondes. Il n'a pas résisté, semblant presque soulagé d'être pris. Cet après-midi-là, Olivia est arrivée avec des nouvelles. L'homme avait tout avoué. Richard lui avait promis $5 000 pour donner une leçon à sa mère ingrate. Et qu'est-ce que cela signifiait exactement, ai-je demandé. Olivia a hésité. On lui a dit de saccager votre appartement, de vous menacer, et, elle a fait une pause. De vous laisser quelques bleus. Rien de fatal, juste assez pour que vous vous sentiez en danger pour toujours. Je me suis effondré sur une chaise, les jambes tremblantes. Est-ce suffisant pour ajouter d'autres charges contre Richard? Largement, a dit Olivia. Agression, complot, sollicitation de violence et menaces. Cela éliminera toute chance de libération conditionnelle. Une semaine plus tard, j'ai rendu visite à Richard en prison. Il avait l'air stupéfait. Peut-être qu'il n'avait pas cru que je viendrais. Je suis ici pour te dire au revoir, Richard, ai-je dit alors que nous étions assis de part et d'autre de la vitre épaisse. Au revoir, a-t-il froncé les sourcils. Il a tout avoué, ai-je continué. Tu vas faire face à plus d'accusations et tu pourrais rester ici beaucoup plus longtemps. J'ai fait une pause. Mais ce n'est pas pour ça que je suis venu. Je suis venu te dire que je passe à autre chose. Richard a eu un rire amer. Passer à autre chose? Tu as 68 ans. Tu es seul? Non, ai-je dit calmement. Je suis libre et j'ai découvert qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Toute ma vie, je ne me suis connue que comme la femme d'Édouard et la mère de Richard. Maintenant, j'apprends à être Diane. Il m'a regardé avec un mélange de mépris et de confusion. Alors, qui est Diane? J'ai souri sincèrement. Une femme qui a enfin appris à se valoriser. Une femme qui ne connaît plus la peur. Richard a frappé la vitre de sa main avec colère. Tu penses que c'est fini? Ce n'est pas le cas. Un jour, je sortirai. Quand ce jour viendra, s'il vient un jour, je serai prête. Je me suis levé. Au revoir, Richard. En sortant de la prison, je me suis sentie plus légère, comme si je m'étais débarrassé du poids de toute une vie. Le ciel ce jour-là était d'un bleu vif, l'air frais et vivifiant. Marika attendait dans la voiture. Comment ça s'est passé, a-t-elle demandé. La liberté, ai-je répondu avec un sourire sincère. 1 an après avoir laissé mon passé derrière moi. L'automne est arrivé en Floride, peignant les arbres de teintes rouges et oranges. Ma petite entreprise de broderie avait grandi. J'avais 3 élèves, des femmes plus âgées comme moi, qui venaient chaque semaine, principalement pour parler et partager des histoires. Fernanda et les enfants étaient venus 2 fois. Lucas et Mariana remplissaient l'appartement de rire, construisant des châteaux de sable sur la plage et ramassant des coquillages pour décorer le balcon. Fernanda travaillait comme enseignante dans sa nouvelle ville, regagnant lentement sa confiance. La peine de Richard a été prolongée de 3 ans pour avoir engagé quelqu'un pour me menacer. Olivia partageait occasionnellement des nouvelles, il était calme maintenant, acceptant peut-être enfin son sort. Un samedi après-midi, en revenant de la foire artisanale, une femme attendait devant mon immeuble. Elle semblait avoir environ 50 ans avec des mèches grises dans les cheveux et un visage familier. « Êtes-vous Diane Miller » a-t-elle demandé. « Oui. Je suis Christine. Christine Albright. J'étais la femme d'Édouard avant vous. » Je me suis figé. Édouard avait un jour mentionné que son ex-femme était instable et cupide. Maintenant, je voyais l'ironie de ces mots. « Veuillez entrer » ai-je dit. Nous nous sommes assises dans le petit salon, 2 tasses de thé entre nous. Christine a expliqué pourquoi elle était venue. J'ai lu ce qui est arrivé à Richard, comment il vous a manipulé pendant des années.
Édouard m'a fait la même chose. Quand j'ai lu votre histoire, j'ai su que je devais vous trouver pour clore ce chapitre. Comment m'avez-vous trouvé? Ce n'était pas difficile. Votre histoire a été partagée dans des groupes de soutien pour les femmes victimes d'abus financiers. Vous êtes devenu un symbole de force. J'étais surprise. Moi, un symbole. Christine a souri. Une femme de près de 70 ans qui a tout quitté, qui a affronté son propre fils au tribunal. Oui. Diane, vous avez inspiré beaucoup de gens. Nous avons parlé pendant des heures. Christine m'a raconté comment Édouard l'avait isolée de sa famille, contrôlé chaque centime, lui faisant croire qu'elle était impuissante. Quand ils ont divorcé, il l'a laissée presque sans le sou, puis m'a épousée. Son histoire faisait écho à ma propre vie. Quand il est mort, a dit Christine, j'ai ressenti à la fois du soulagement et de la colère. Soulagement qu'il ne puisse plus blesser personne. Colère parce que la justice n'est jamais venue. Il n'a jamais fait face aux conséquences. Je comprends, ai-je dit doucement. J'avais l'habitude de blâmer seulement Richard, mais maintenant je vois qu'Édouard a planté la graine. Mon fils n'était que le résultat de l'exemple qu'il a vu. Le cycle continue, a murmuré Christine. À moins que quelqu'un n'y mette fin. Alors que le soir tombait, nous avons échangé nos coordonnées et promis de rester en contact. Après son départ, je suis resté sur le balcon à regarder le coucher du soleil, pensant à tout cela. Édouard et Richard, père et fils. Deux hommes qui avaient autrefois gouverné ma vie étaient tous deux partis maintenant. L'un dans la tombe, l'autre derrière les barreaux, laissant derrière eux des cicatrices que j'apprenais encore à guérir. Cette nuit-là, j'ai écrit dans mon journal, une nouvelle habitude. Aujourd'hui, à 69 ans, j'ai réalisé que j'ai passé la majeure partie de ma vie à essayer d'être ce que les autres voulaient que je sois. Une épouse dévouée, une mère sacrificielle, un compte en banque ambulant, toujours donnant, toujours craignant de décevoir. Maintenant, j'apprends à être moi-même, plus forte, plus courageuse, plus capable que je ne l'aurais jamais imaginé. Je ne peux pas récupérer l'argent que Richard a pris, ni les années de mariage suffocant avec Édouard. Mais le temps qu'il me reste m'appartient, pour vivre, pour respirer, pour choisir, sans peur, sans contrôle, sans regret. Le lendemain, j'ai reçu un email de Christine. Elle disait qu'elle avait parlé à plusieurs autres femmes dans des situations similaires et voulait créer un groupe de soutien. J'ai accepté immédiatement. La première réunion a eu lieu dans un café près de la plage. 5 femmes se sont réunies, chacune portant des histoires de contrôle financier et de cicatrices émotionnelles de la part de mari, de fils ou de frères. Nous avons partagé, écouté, ri, pleuré et célébré de petites victoires. À la fin, Marika, qui était venue avec moi, a dit « Vous devriez en faire quelque chose d'officiel ». Il y a tellement de femmes qui ont besoin d'entendre ces histoires, qui ont besoin de savoir qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. L'idée géniale s'est rapidement répandue. Quelques mois plus tard, Rebegin est officiellement née, une organisation à but non lucratif soutenant les femmes victimes d'abus financiers et émotionnels. J'ai utilisé mes compétences en broderie pour concevoir le logo du groupe, un phénix radieux renaissant de ses cendres. Notre premier atelier public a attiré plus de 50 femmes. J'ai tremblé en montant sur la petite scène, mais une fois que j'ai commencé à parler, tout est devenu clair. Mon nom est Diane Miller. J'ai 69 ans. Pendant près de 7 décennies, j'ai laissé les autres contrôler ma vie et mon argent. D'abord, mon mari, puis mon fils, jusqu'au jour où mon fils a exigé 300 000 $, presque tout ce que j'avais. Ce jour-là, quelque chose en moi s'est brisé. Et puis je suis né de nouveau. J'ai regardé les visages attentifs devant moi. Il n'est jamais trop tard pour dire non. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Et il n'est jamais trop tard pour découvrir qui vous êtes vraiment quand vous arrêtez de vivre pour l'approbation des autres. Des applaudissements ont rempli la salle. 2 ans après avoir tout quitté, j'ai reçu une lettre inattendue. C'était de Richard. L'écriture était plus lente, moins impulsive qu'auparavant. Maman, ça me semble étrange d'écrire ça. Je ne pense pas mériter de t'appeler maman anymore. Je n'écris pas pour demander pardon. Je ne le mérite pas. Je voulais juste dire que j'ai commencé une thérapie en prison. Le thérapeute m'a aidé à voir des choses que je n'avais jamais vues auparavant. Que j'ai répété le comportement de papa, voyant les gens comme des outils, pas comme des humains. Je ne cherche pas d'excuses, j'admets juste la vérité.
Tu as eu raison de me faire face aux conséquences. Peut-être que tu jetteras cette lettre. Je comprends. Je veux juste que tu saches que quoi qu'il arrive, je suis fier de toi. J'ai vu ta photo dans les nouvelles, parlant à ces femmes. Tu as l'air différente, plus forte, Richard. J'ai lu la lettre plusieurs fois. Mes émotions étaient confuses. Prudence, car je savais trop bien à quel point Richard pouvait être manipulateur. Tristesse, car je pensais à toutes les choses qui auraient pu être différentes. Et quelque part au fond, un fragile soupçon d'espoir. Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, j'ai apporté la lettre à ma prochaine séance de thérapie. Une routine saine que j'avais apprise dans ma nouvelle vie. « Que veux-tu faire ?» m'a demandé mon thérapeute après que j'ai fini de la lire à voix haute. « Je ne sais pas », ai-je dit. Une partie de moi veut croire qu'il change vraiment. Mais une autre partie me rappelle combien de fois j'ai été trompé auparavant. Et si les deux parties avaient raison ? A dit doucement le thérapeute. Et s'il essayait vraiment de changer, mais que ce n'est toujours pas sûr pour toi de revenir en arrière ? Cette question m'a hanté pendant des jours. Finalement, j'ai écrit une courte lettre en retour. Richard, j'ai bien reçu ta lettre. Je ne peux pas dire que je crois tout ce que tu as écrit. La confiance, une fois brisée, est difficile à réparer. Mais je reconnais tes efforts pour chercher de l'aide et réfléchir à tes actions. Ma vie est maintenant axée sur le soutien aux femmes qui ont vécu des expériences similaires. J'ai trouvé la paix et un but dans ce travail. J'espère que tu trouveras aussi ta propre voie. Si cette voie mène vraiment au changement, peut-être qu'un jour nous pourrons nous reparler, non pas comme mère et fils comme avant, mais comme deux personnes essayant de devenir meilleures. Diane. J'ai posté la lettre sans attente. Des mois ont passé sans réponse, et c'était bien comme ça. Ma vie avait pris sa propre direction, loin de Richard et de l'obscurité du passé. Le printemps est arrivé en Floride, peignant la ville de couleurs vives. Notre organisation, Rebegin, a grandi rapidement. Nous avions maintenant un petit bureau en ville et une équipe de bénévoles dévoués. 2 fois par semaine, nous organisions des cours gratuits sur la gestion financière, quelque chose que j'avais dû réapprendre de 0 à 68 ans. Fernanda était devenue une collaboratrice régulière, partageant son propre parcours de rétablissement financier et émotionnel. Mes samedis étaient toujours pour mes petits-enfants. Lucas, presque 10 ans, adorait pêcher sur la jetée près de mon appartement. Mariana, 8 ans, préférait s'asseoir près de la fenêtre et broder avec moi. Un après-midi, alors que nous brodions ensemble, elle a demandé « Mamie, es-tu heureuse maintenant ?» Je me suis figé un instant, regardant son visage innocent, ses yeux curieux. « Oui, ma chérie, ai-je dit doucement. Plus heureuse que jamais, même sans ton grand-père et ton père. » J'ai choisi mes mots avec soin. Parfois, Mariana, ai-je continué, nous devons nous éloigner des gens que nous aimons pour nous retrouver. Cela ne signifie pas que nous cessons de les aimer. Cela signifie simplement que nous apprenons à nous aimer nous-mêmes aussi. Elle a réfléchi un moment, ses petits sourcils froncés. Comme quand je veux être seul dans ma chambre, même si j'aime toujours jouer avec Lucas ? J'ai ri. Exactement comme ça. En juin de cette année-là, j'ai reçu un appel inattendu. C'était l'agent Olivia. Madame Miller, je vous appelle pour vous informer que votre fils sera transféré dans un programme de travail en semi-liberté le mois prochain. Je me suis figé. Je pensais que sa peine avait été prolongée. Il a fait preuve d'un bon comportement, a suivi des programmes de réadaptation, et son avocat a demandé une réduction de peine. Il aura toujours des restrictions strictes, mais il sera autorisé à travailler pendant la journée. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Le vieux malaise revenait. Richard aurait bientôt une liberté partielle. Qu'est-ce que cela signifierait pour moi, pour Fernanda, pour les enfants ? J'ai appelé Marissa tout de suite. Penses-tu que je devrais m'inquiéter ? Après avoir écouté, elle a répondu avec son pragmatisme habituel. Nous augmenterons la sécurité de l'appartement. Juste au cas où, mais honnêtement, je ne pense pas qu'il fera quoi que ce soit de stupide. Il a trop à perdre. Une semaine plus tard, j'ai reçu une autre lettre de Richard. Contrairement à avant, son ton était mesuré et distant. Diane, le mois prochain, je serai transféré dans un programme de travail en semi-liberté. Je voulais que tu l'apprennes de moi, pas de quelqu'un d'autre. Je travaillerai dans un projet de reboisement pendant la journée et je retournerai à l'établissement la nuit et les week-ends.
Je n'ai aucune intention d'interférer dans ta vie. J'ai appris ma leçon. Le thérapeute ici dit que le respect des limites est le premier pas vers des relations saines. J'essaie de mettre cela en pratique. Je voulais aussi que tu saches que j'ai contacté Fernanda à propos des enfants. Elle a accepté de me laisser leur écrire sous surveillance. Peut-être qu'un jour je les reverrai quand elle jugera que c'est sûr. Le fait qu'il ne m'appelait plus « maman » au début ou à la fin de la lettre a attiré mon attention. Richard semblait vraiment reconnaître de nouvelles limites, admettant que l'ancienne relation ne pouvait pas être réparée. J'ai partagé la lettre avec Fernanda lors de notre prochain appel vidéo. Oui, a-t-elle dit. Je lui ai donné la permission d'écrire aux enfants. Le thérapeute a dit que nous ne devrions pas leur faire penser que leur père est un monstre. Ces lettres sont différentes maintenant. Ils demandent des nouvelles de leur passe-temps. Ne fais pas de promesses et ne se plains pas, j'ai demandé, penses-tu qu'il a vraiment changé? Fernanda a haussé les épaules. Peut-être. Ou peut-être qu'il a juste appris à mieux se comporter. C'est pourquoi tout est supervisé. Elle a fait une pause. Et toi, tu vas répondre? J'ai réfléchi un instant. Je pense que je le ferai, juste pour reconnaître que je sais et pour maintenir la limite. J'ai écrit brièvement. Richard, merci de m'avoir informé de ton transfert. Je te souhaite bonne chance dans cette nouvelle phase. Je suis heureuse que tu sois autorisé à avoir un contact supervisé avec tes enfants. Ils méritent un bon père si tu peux vraiment être cette personne. Comme je l'ai déjà dit, j'ai trouvé ma voie. J'espère que tu trouveras la tienne, Diane. Juillet est arrivé avec une chaleur suffocante. Un après-midi étouffant, j'ai reçu un appel du centre de réadaptation. Madame Miller, c'est Sophia, la gestionnaire de cas. C'est à propos de votre fils. Mon cœur s'est emballé. Il va bien, il n'est pas blessé. Mais aujourd'hui au travail, il s'est disputé avec un autre détenu et, étonnamment, il ne s'est pas battu. Il est allé trouver un superviseur à la place. À cause de cela, il est maintenant la cible d'autres personnes, et nous sommes inquiets pour sa sécurité. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Ai-je demandé. Richard a demandé un transfert vers un autre projet où il pourra travailler seul ou sous surveillance étroite. Nous avons une place dans le programme de restauration urbaine, replantant des arbres dans un parc près de votre quartier, mais nous avons besoin de votre consentement en raison de votre histoire commune. Je suis resté silencieuse quelques secondes, essayant de digérer l'information. Richard avait choisi de ne pas réagir, même lorsqu'il était provoqué, quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant, et maintenant il avait besoin de ma permission. A-t-il demandé spécifiquement à travailler près d'ici? Ai-je demandé. Non, madame, a-t-elle dit. En fait, quand il a entendu l'endroit, il a hésité et a demandé s'il y avait une autre option, mais c'est le seul placement sur disponible. J'étais surprise. Il essayait vraiment de respecter la distance. À quelle distance est-ce de chez moi? Environ 15 pâtés de maison. Et il n'est pas autorisé à quitter la zone. Il sera surveillé en permanence. J'ai pris une profonde inspiration. D'accord, j'accepte. Après avoir raccroché, je me suis demandé si j'étais naïve ou si j'apprenais simplement à faire preuve de compassion sans franchir les limites. J'ai appelé Marika et je lui ai tout raconté. Tu as fait ce qu'il fallait, a-t-elle dit. Le garder en sécurité ne signifie pas baisser la garde. Cela signifie simplement que tu es toujours humaine, toujours capable d'empathie. La semaine suivante, Richard a commencé à travailler au parc. J'ai changé mon itinéraire de course pour passer de temps en temps, en gardant mes distances. De loin, je l'ai vu planter des arbres sous le soleil, plus mince, plus calme. Une fois, il a semblé sentir mon regard et a regardé dans ma direction, mais je ne me suis pas approché. En août, une autre lettre est arrivée. Diane, je sais que tu m'as vu au parc il y a quelques semaines. Merci de ne pas t'être approché, et merci d'avoir approuvé mon transfert. Ce travail m'aide à trouver la paix. Il y a quelque chose de profondément ancrant à transformer un espace abandonné en quelque chose de vert et d'utile pour les autres. Je ne demande pas le pardon ou la réconciliation, j'exprime juste ma gratitude pour une gentillesse que je ne mérite pas. Cette lettre semblait différente, calme, sincère. J'ai décidé de répondre par un petit geste. Le lendemain, j'ai envoyé un ensemble d'outils de jardinage de haute qualité et un livre sur l'aménagement paysager au centre communautaire supervisant le projet, sans nom, sans attente. Des semaines ont passé sans réponse,
et j'étais satisfaite. J'avais appris que les liens sains n'ont pas besoin de réciprocité instantanée ou de contrôle. En septembre, Rebegin a organisé un séminaire majeur sur l'indépendance financière des femmes. J'étais la conférencière principale, partageant mon parcours de la dépendance totale à l'autosuffisance. Ce matin-là, la salle était presque pleine avec plus de 100 participants. Je suis monté sur scène, le cœur tremblant mais déterminé. « Bonjour », ai-je commencé. Mon nom est Diane Miller. À 70 ans, j'apprends qui je suis quand je ne suis plus défini par les hommes de ma vie. Le public a gloussé doucement, beaucoup hochant la tête en signe de compréhension. Il y a 2 ans, mon fils est venu chez moi en exigeant 300 000 $, presque tout ce que j'avais. Comme toutes les autres fois, il pensait que je n'oserais pas dire non. Et comme beaucoup ici le savent, ces schémas n'apparaissent pas du jour au lendemain. Ils se construisent au fil des ans. Pour moi, cela a commencé avec mon mari, qui contrôlait chaque dollar, chaque décision jusqu'à ce que je croie que je ne pouvais pas gérer la vie seule. Pendant que je parlais, il y a eu une légère agitation au fond de la salle. Un homme grand et mince est entré discrètement et s'est tenu près de la porte. Mon cœur s'est serré. C'était Richard. Je me suis figé un instant. Le public a remarqué le changement et quelques personnes se sont tournées pour regarder là où je fixais. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai continué. Le moment le plus difficile mais le plus libérateur de ma vie a été quand j'ai finalement dit non. Quand je suis sorti de cette maison avec juste une valise et la détermination de ne plus jamais vivre comme l'ombre de quelqu'un d'autre. J'ai parlé pendant encore 30 minutes, toujours consciente de la présence silencieuse de Richard au fond. Il ne s'est jamais approché, il a juste écouté. Quand j'ai terminé, le public s'est levé en applaudissant. Des femmes sont venues me voir, partageant leurs histoires, demandant des conseils, me remerciant pour la mienne. Richard est resté au fond, attendant patiemment que la foule se disperse. Quand la salle fut presque vide, il s'est avancé vers moi lentement, avec hésitation. Ses yeux portaient une vulnérabilité que je n'avais jamais vue auparavant. « Salut », a-t-il dit doucement. « Salut », ai-je répondu. Ton discours était puissant et difficile à entendre. Il a fait une pause, puis a ajouté « Merci pour les outils de jardinage ». Nous sommes restés en silence, la distance entre nous à la fois étrange et déchirante. « Comment as-tu su pour cet événement ?» ai-je finalement demandé. Fernanda l'a mentionné dans une lettre, a-t-il dit. J'ai eu une permission spéciale pour venir juste pour écouter. J'ai hoché la tête, réalisant pour la première fois qu'il ne supposait plus la permission, mais la demandait. Est-ce que tu vas bien, ai-je demandé sincèrement. C'est différent maintenant, a-t-il dit après une longue pause. J'apprends à vivre avec mes conséquences, à exister sans manipuler, sans contrôler personne. Il m'a regardé droit dans les yeux. C'est plus difficile que je ne le pensais. Ça l'est généralement, ai-je répondu. Richard a vérifié sa montre. Je dois y retourner. Je ne suis autorisé à sortir que pendant 2 heures. Il a hésité, puis a ajouté, tu as transformé quelque chose de terrible en quelque chose de significatif. Quel est le mot juste? Pas fier. Exactement. Peut-être impressionné ou même inspiré. Alors qu'il se tournait pour partir, je l'ai appelé sans réfléchir. Richard. Il s'est arrêté et a regardé en arrière. Voudrais-tu prendre un café un de ces jours, dans un lieu public? Bien sûr, a-t-il dit, sincèrement surpris. J'aimerais ça. Je ne promets rien, pas de réconciliation, ai-je ajouté. Je comprends, a-t-il dit doucement. Cela signifie déjà plus que je ne le mérite. Une semaine plus tard, nous nous sommes rencontrés dans un café bondé près du parc où il travaillait. Un agent correctionnel était assis à quelques tables de là, surveillant discrètement. La conversation a commencé maladroitement. Nous deux essayant d'entrer sur un terrain inconnu, non pas comme mère et fils au sens ancien, mais comme 2 adultes essayant de construire un autre type de connexion. « Comment vont les enfants » a demandé Richard après avoir commandé un café. « Ils vont bien » ai-je dit. Lucas est obsédé par l'astronomie, et Mariana apprend à jouer de la flûte. Richard a souri faiblement. Ils l'ont mentionné dans leur lettre. Fernanda m'a même envoyé quelques photos. J'ai pris une gorgée de café, rassemblant le courage de demander ce qui me trottait dans la tête. Richard, qu'est-ce qui t'a fait commencer à voir les gens comme des outils à utiliser? Il a regardé par la fenêtre pendant un long moment,
son profil me rappelant brièvement celui de son père. Probablement depuis que je suis enfant, a-t-il dit lentement. J'ai vu comment papa te traitait, comment il obtenait toujours ce qu'il voulait. Ça semblait fonctionner. Alors, j'ai appris de ça, à l'école, au travail. Contrôler les gens me donnait l'impression de gagner, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Et maintenant ? Ai-je demandé. Maintenant, j'apprends qu'être efficace n'est pas tout. Les vraies relations nécessitent des concessions mutuelles, pas de l'exploitation. J'essaie de me souvenir que les gens ne sont pas seulement des moyens pour une fin. Nous avons parlé pendant près d'1 heure. Il n'y a pas eu de larmes, pas de réconciliation spectaculaire, juste 2 personnes parlant honnêtement, peut-être pour la première fois. En nous disant au revoir, Richard a demandé « Voudrais-tu nous revoir ?» Peut-être, ai-je dit, un pas à la fois. Le lendemain matin, alors que je marchais le long de la plage avec Marika, elle a demandé « Penses-tu qu'il a vraiment changé ?» Je pense qu'il essaie, ai-je dit. Et c'est déjà plus qu'Edouard n'a jamais fait. Et toi ? Es-tu prête à lui pardonner ? J'ai regardé les vagues s'écraser et se reformer sans fin. Le pardon n'est pas quelque chose que l'on fait une fois pour toutes, ai-je dit doucement. C'est quelque chose que l'on pratique chaque jour. J'apprends à lui pardonner et à me pardonner d'avoir laissé faire si longtemps. Cet après-midi-là, je me suis assise sur mon balcon et j'ai écrit dans mon journal. Aujourd'hui, à 70 ans, je réalise que la vie offre rarement des fins parfaites. Il n'y a aucune garantie que Richard ait vraiment changé ou qu'il restera sur le droit chemin. Et il n'y a aucune promesse que je ne faiblirai plus jamais. Mais peut-être que la vie ne consiste pas à trouver des fins parfaites. Il s'agit de recommencer, autant de fois que nécessaire. Il s'agit de briser les cycles nuisibles, même lorsque cela semble impossible. Il s'agit de croire que nous pouvons être plus grands que nos pires erreurs. Les 300 000 $ que Richard m'a demandé il y a 3 ans étaient le prix de ma liberté, élevé mais dérisoire par rapport au coût de vivre une vie qui n'était pas la mienne. Je ne suis pas riche maintenant. Je vis simplement, je gagne assez en vendant mes broderies et avec mes modestes économies, mais je suis plus riche que jamais, riche en amitié sincère, en but, en paix et en un courage que je ne me connaissais pas. S'il y a une leçon que je veux laisser à mes petites filles et aux femmes que je rencontre à travers Rebegin, c'est celle-ci. Il n'est jamais trop tard pour dire non. Il n'est jamais trop tard pour découvrir qui vous êtes vraiment une fois que vous arrêtez de vivre pour plaire aux autres. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. À 70 ans, je ne terminais pas mon histoire. Je commençais enfin à écrire les chapitres les plus vrais. J'ai fermé mon journal et j'ai regardé le coucher du soleil projeter des nuances d'orange et de violet dans le ciel. Demain apporterait une autre journée à l'organisation, une autre chance de transformer la douleur en but, de transformer l'expérience en une force qui aide les autres. La sonnette a retenti. Marika est apparue, tenant une bouteille de vin. Pour fêter ça, a-t-elle dit en entrant. Fêter quoi ? 3 ans que tu as dit non. 3 ans de liberté. Nous avons ri et levé nos verres à la lumière du couchant. Au courage, ai-je dit. À Diane, a souri et corrigé Marika. La femme qui a enfin commencé à vivre sa propre vie. Peut-être que ce qui m'a changé n'est pas le temps, mais de réaliser que l'amour ne peut exister là où le contrôle et la peur vivent. La famille ne devrait pas être l'endroit où nous nous perdons. Elle devrait être l'endroit où nous grandissons et redécouvrons qui nous sommes après les blessures. J'ai autrefois pensé que le pardon était quelque chose que nous donnions pour que les autres trouvent la paix. Mais j'ai appris que c'est un cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes pour être libres. Si vous avez déjà dû choisir entre rester par devoir ou partir pour la paix, j'espère que mon histoire vous aidera à voir que s'en aller n'est pas toujours la fin. C'est parfois le début d'une vie où vous vivez enfin pour vous-même, et non pour quelqu'un d'autre. Et vous ? Avez-vous déjà dû laisser partir quelqu'un ou quelque chose pour recommencer ? Partagez votre histoire avec moi dans les commentaires, car peut-être que votre histoire sera la force dont quelqu'un a besoin. Et si vous souhaitez continuer à marcher à mes côtés à travers ces voyages de courage et de guérison, restez ici avec moi pour que nous puissions continuer à apprendre à aimer sans nous perdre.